Et DJ Academics ne mentait pas. Le témoignage de Cassie était profond, étayé par des images troublantes de sa période avec Didi. Mais lorsqu'une vidéo particulière a été diffusée au tribunal, tout a changé. Cassie, qui est actuellement enceinte, s'est effondrée au moment où la vidéo a été diffusée. Et ce n'était pas la seule surprise. D'autres déclarations faites pendant le témoignage, y compris des allégations troublantes selon lesquelles Didi aurait forcé un escorte masculin à uriner sur commande, ont ébranlé toute la salle d'audience. Il s'est passé beaucoup de choses pendant son témoignage. Laissez-moi vous mettre au parfum. L'effondrement et les conséquences. Le procès de Sean Diddy Combs a scotché toute la nation à son écran, révélant des allégations follement troublantes d'abus, de coercition et d'exploitation pure et simple. Cassandra Cassie Ventura, l'ancienne petite amie de Combs et témoin clé de l'accusation, est au centre de cette affaire très médiatisée. Le 13 mai 2025, la tension règne dans la salle d'audience. Ventura est entrée dans la salle d'audience l'air serein, visiblement enceinte de sa troisième graine. Son avocat avait déjà fait savoir qu'elle était prête à se présenter à la barre et qu'elle s'était préparée mentalement à affronter les montagnes russes émotionnelles qui l'attendaient. La salle est devenue totalement silencieuse lorsqu'elle a prêté serment, tous les regards étant tournés vers la femme dont le courage a déclenché une avalanche d'allégations à l'encontre de l'un des plus grands baleiniers du monde de la musique. L'accusation a commencé son interrogatoire direct en présentant à Ventura sa relation avec Combs. Elle a expliqué comment ils se sont rencontrés en 2005, alors qu'elle n'avait que 19 ans et qu'il en avait déjà 37, décrivant comment ce qui avait commencé comme une relation d'affaires est rapidement devenu personnel grâce à la poursuite ininterrompue de Combs. Elle a témoigné que Combs dirigeait un navire serré avec un contrôle total sur ses mouvements personnels et professionnels, la gardant isolée de son cercle et lui fournissant des drogues pour la garder sous contrôle. Au fur et à mesure que le témoignage de Madame Ventura abordait les aspects les plus troubles de leur relation, on pouvait voir qu'elle commençait à craquer. Elle a détaillé les prétendus pétages de plomb, expliquant comment Combs l'a forcé à s'envoyer en l'air avec des prostituées masculins pendant qu'il regardait et enregistrait tout. Elle a affirmé que ces enregistrements étaient de sa police d'assurance, Combs menaçant de divulguer les vidéos et de détruire sa carrière musicale si elle dépassait les bornes. Sa voix tremblait lorsqu'elle revivait ses expériences, et tout le monde dans la salle d'audience pouvait sentir le poids de ses souvenirs traumatisants. Puis est venu le moment décisif de son témoignage, l'examen de la vidéo de surveillance de l'hôtel de 2016. L'accusation avait déjà montré cette séquence au jury, mais il fallait maintenant que Madame Ventura explique ce qui s'était réellement passé dans ce clip. Alors que le procureur s'apprêtait à repasser la vidéo, Madame Ventura s'est visiblement crispée, s'agrippant au bord de la barre des témoins comme si sa vie en dépendait. La vidéo a commencé à être diffusée sur les écrans de la salle d'audience. Une fois de plus, les images brutales se succèdent. Combs, à peine couvert d'une serviette, poursuivant Ventura dans le couloir de l'hôtel, l'attrapant par le cou, la jetant au sol, la piétinant à plusieurs reprises et la traînant jusqu'à une chambre. La nature brute des images, combinée à la nécessité de revivre ce traumatisme avec son agresseur assis dans la pièce, a été trop difficile à supporter pour Ventura. Ce qui s'est passé ensuite a fait trembler toute la salle d'audience. Au fur et à mesure que la vidéo défilait, Ventura s'est complètement effondrée. Elle s'est mise à sangloter de manière incontrôlée, son corps entier tremblant d'émotion. Le procureur a immédiatement demandé un temps mort que le juge Subramanian a accordé sur le champ. Les auxiliaires de justice se sont précipités pour aider Madame Ventura, qui avait du mal à respirer malgré ses larmes. Son équipe d'avocats a formé un bouclier humain autour d'elle, la protégeant des regards indiscrets et de l'accusé pendant qu'il l'escortait hors de la sellette. Cette rupture dramatique a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience, avec des halètements audibles de la part des spectateurs. Certains jurés étaient manifestement sous le coup de l'émotion, l'un d'entre eux essuyant même des larmes. Combs a gardé son visage impassible, bien que les gens aient remarqué qu'il ne pouvait même pas regarder Ventura de son côté pendant son effondrement émotionnel. L'étalage brut et non filtré de la douleur a frappé différemment, rendant les allégations impossibles à considérer comme un chapeau. Après une pause de 30 minutes, pendant laquelle Ventura a reçu le soutien de son équipe juridique et d'une personne de confiance nommée par le tribunal, elle est retournée à la barre. Bien que visiblement secouée, elle s'est suffisamment ressaisie pour continuer. Le juge Subramanian lui a demandé si elle était prête à continuer, ce à quoi elle a répondu par un signe de tête et un murmure. « Oui, votre honneur ». Le procureur a posé des questions délicates à Madame Ventura, lui demandant d'expliquer ce qui avait conduit à l'incident survenu dans l'hôtel en 2016. Elle a témoigné que Combs avait été « faded AF » plus tôt cette nuit-là et l'avait frappé, lui infligeant un œil au beurre noir. Lorsqu'elle a tenté de quitter la chambre d'hôtel, il l'a poursuivie dans le couloir, ce qui a donné lieu à l'agression filmée.
Elle a également affirmé que Combs avait déboursé 50 000 $ pour l'hôtel afin de garder ses images sous clé, bien que l'accusation ait affirmé que l'argent de la dissimulation s'élevait en fait à 100 000 $, ce qui suggère que Didi s'est donné encore plus de mal pour couvrir ses traces. La déposition de Madame Ventura s'est poursuivie, abordant d'autres incidents présumés d'abus. Elle a raconté comment Combs avait menacé le rappeur Kid Cudi après avoir trouvé des courriels entre eux pendant une période où elle et Combs étaient en pause. Elle a affirmé que Combs avait menacé de faire exploser le fouet de Cudi et qu'une explosion de voiture s'était produite peu après, bien qu'aucune charge pénale n'ait été retenue contre Combs pour cet incident. Ventura a également évoqué sa participation forcée au « freak-off », décrivant comment Combs lui donnait des drogues, comme le X pour s'assurer qu'elle s'exécute. Elle a déclaré qu'elle faisait semblant jusqu'à ce qu'elle y arrive, lors de ces rencontres, alors qu'elle était sous l'influence de l'alcool, effrayée par ce qui se passerait si elle ne respectait pas les exigences de Combs. Son témoignage concorde avec celui de Danielle Philippe, l'escorte masculine qui avait précédemment décrit des événements similaires et avait été témoin du comportement abusif de Combs. Au fur et à mesure que le témoignage de Ventura se prolongeait dans l'après-midi, elle gardait la tête froide, même si l'épuisement émotionnel se lisait sur son visage et dans son langage corporel. Elle a décrit comment les abus l'ont amenée à se rendre en cure de désintoxication en raison de pensées suicidaires, montrant les profonds dommages psychologiques causés par sa relation avec Combs. Sa maquilleuse, Mayla Morales, avait déjà témoigné d'un incident survenu en 2010 au Beverly Hills Hotel, où Ventura était sorti d'une dispute avec Combs avec des nœuds sur la tête, un œil meurtri et une lèvre éclatée, confirmant ainsi les affirmations de Ventura sur les violences physiques qu'elle a subies. Le contre-interrogatoire de la défense a débuté en fin de journée, l'avocat Marc Agnifilo adoptant une approche mesurée, probablement conscient que s'attaquer trop durement à une femme enceinte visiblement traumatisée ne serait pas bien perçu par le jury. Agnifilo a tenté de renverser le scénario en décrivant la relation comme mutuellement toxique, suggérant que Ventura avait également posé ses mains sur Combs. Il a sorti des textes et des courriels qui, selon lui, montraient que Ventura n'était pas d'accord avec leur style de vie, essayant ainsi de faire des trous dans le récit de la coercition. Ventura est restée ferme tout au long du contre-interrogatoire, reconnaissant qu'il y avait des moments où elle devait se défendre, mais rejetant l'idée que cela rendait la relation mutuellement toxique. Elle a insisté sur le déséquilibre des pouvoirs, notant que Combs contrôlait sa carrière et son argent, et sur la peur qu'il a maintenue prisonnière de la relation pendant tant d'années. Lorsqu'Agnifilo a suggéré qu'elle était restée avec Combs parce qu'elle menait une vie luxueuse, Ventura a rétorqué qu'elle était restée par peur, et non par choix. La défense a également attaqué Madame Ventura au sujet de son action en justice de 2023 et du règlement rapide, suggérant qu'elle ne faisait que courir après un sac. Madame Ventura a déclaré que l'action en justice n'avait pas pour but de gagner de l'argent, mais de rendre des comptes et d'empêcher d'autres personnes de subir des abus similaires. Elle a déclaré qu'il s'agissait d'une décision complexe, influencée par la charge émotionnelle liée à la poursuite de l'affaire et par le désir d'aller de l'avant dans sa vie. À la fin de la journée, le juge Subramanian a mis fin à l'audience, le contre-interrogatoire de Madame Ventura devant se poursuivre le lendemain. Elle a quitté la salle d'audience entourée de son équipe juridique, l'air complètement épuisé, mais ayant réussi à surmonter la partie la plus difficile de son témoignage. L'impact de son effondrement et de son retour, montrant à la fois sa vulnérabilité et sa force, a laissé une profonde impression sur toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. La réaction des médias au témoignage et à l'effondrement émotionnel de Madame Ventura a été immédiate et généralisée. Les gros titres ont mis l'accent sur le moment dramatique, les principaux organes de presse décrivant comment elle avait craqué ou s'était effondrée à la barre des témoins. Les médias sociaux ont été inondés de soutien à Madame Ventura, saluant le courage dont elle a fait preuve en affrontant Combs au tribunal, malgré le coût émotionnel évident. Son effondrement a été largement perçu comme une preuve de la véracité de son témoignage, l'étalage d'émotions brutes étant impossible à simuler. Les analystes juridiques, la genèse. Cassandra Elizabeth Ventura, connue dans le milieu sous le nom de Cassie, est née le 26 août 1986 à New London, dans le Connecticut. À 19 ans, elle déménage dans la Grosse Pomme pour poursuivre son rêve de devenir chanteuse et mannequin. Elle prend des leçons de chant et des cours au Broadway Dance Center, tout en étant représentée par Wilhelmina Models. Jeune, talentueuse et affamée, Cassie était à l'aube de ce qu'elle espérait être sa grande percée dans le monde du spectacle. Fin 2004, elle croise le chemin du producteur Ryan Leslie, qui l'a repérée dans les clubs et les soirées de New York. Leslie a vu la qualité de star de la jeune artiste et l'a signée sur son label, Next Selection Lifestyle Group. Ensemble, ils ont créé un duo intitulé Kiss Me,
que Leslie a fait écouter à Tommy Mottola, directeur musical. Sentant l'ambiance, Mottola a offert à Cassie un contrat de management, la mettant fermement sur la voie du succès. Ryan Leslie a ensuite écrit et produit le premier single de Cassie, Me and You, en 2005, qui a commencé à être diffusé dans les clubs allemands. Ce titre deviendra le catalyseur de sa rencontre avec Sean Diddy Combs, qui changera sa vie. En 2005, Diddy, qui avait 37 ans à l'époque, a entendu Me and You dans un club et a immédiatement été séduit par le son. Ryan Leslie a convaincu Diddy de s'associer à Bad Boy Records et à Next Selection, la marque de Leslie, pour la sortie commerciale du premier album de Cassie. Cette initiative commerciale a permis à Cassie, alors âgée de 19 ans, d'entrer dans l'univers de Diddy, puisqu'elle a signé un contrat avec Bad Boy Records en 2005 pour sortir son premier album éponyme, Cassie, en 2006. La relation initiale entre Cassie et Diddy était strictement professionnelle, Diddy jouant le rôle de mentor OJ. Son premier single, Me and You, a explosé, atteignant la 3e place du Billboard Hot 100, et son album s'est classé à la 4e place du Billboard 200, faisant d'elle une star montante du rhythm and blues. Ce succès professionnel sera cependant bientôt éclipsé par une relation personnelle qui, selon des allégations ultérieures, était marquée par le contrôle, l'abus et l'exploitation. En 2007, ce qui avait commencé comme une relation d'affaires est devenu romantique. Selon plusieurs sources, y compris le procès intenté par Cassie à Diddy en 2023, il l'a agressivement poursuivie sur le plan romantique après qu'elle a signé avec Bad Boy Records. Le procès allègue que Diddy a exercé un contrôle majeur sur sa vie personnelle et professionnelle, faisant jouer son influence dans l'industrie en tant que directeur de son label. La dynamique de pouvoir de cette relation était su du sceau. Cassie était une jeune artiste en devenir au début de sa carrière, tandis que Diddy était un magnat de la musique bien établi, disposant de ressources et de relations folles. L'écart d'âge important, 19 ans contre 37 ans, et le déséquilibre du pouvoir professionnel ont été notés comme des facteurs clés de leur dynamique. Cassie affirme que la poursuite romantique de Diddy a commencé peu après qu'elle a signé avec Bad Boy en 2005, et qu'en 2007, elle s'est sentie obligée d'entamer une relation amoureuse par crainte de représailles. La plainte affirme que Diddy contrôlait pratiquement tous les aspects de sa vie, y compris sa carrière, son appartement, son fouet, ses tenues et même ses dossiers médicaux. Alors que des rumeurs de romance ont commencé à circuler en 2007, lorsque Cassie est devenue mannequin pour la ligne de mode Sean John de Diddy, le couple n'a pas officiellement rendu public sa relation avant 2012. Ils ont commencé à sortir ensemble lors d'événements très médiatisés tels que le défilé de Kanye West à la Fashion Week de Paris et le Met Gala, jouant le rôle de couple puissant aux yeux du public. Cependant, derrière cette image publique, le procès de Cassie dépeint une relation définie par l'abus, le contrôle et la coercition. La relation s'est poursuivie par intermittence jusqu'en 2018, date à laquelle Cassie a finalement coupé les ponts avec Diddy. Elle s'est ensuite rapprochée de l'entraîneur personnel Alex Fine en 2019, avec qui elle a eu 2 enfants et en attend actuellement un 3e. En novembre 2023, Cassie Ventura a intenté un procès fédéral retentissant contre Sean Diddy Combs. La plainte de 35 pages accuse Combs de viol, de trafic sexuel et d'abus physiques tout au long de leur relation qui a duré 10 ans. Déposée en vertu de la loi new-yorkaise sur les survivants adultes, Adult Survivor Act, qui donne aux victimes de violences sexuelles un délai d'1 an pour déposer une plainte au civil, même après l'expiration du délai de prescription, l'action en justice décrit un ensemble d'abus présumés qui ont provoqué une onde de choc dans l'industrie du divertissement et au-delà. Parmi les allégations troublantes, Combs aurait forcé Ventura à participer à ce qu'il appelait des freak-offs, c'est-à-dire des performances sexuelles sous l'emprise de la drogue, impliquant prétendument des travailleurs du sexe masculin, que Combs enregistrait et utilisait comme moyen de chantage. L'action en justice affirme également que Combs a fourni à Ventura des drogues pour s'assurer de sa conformité et l'a maintenu isolé des autres. Des incidents spécifiques de violence physique ont été détaillés dans le procès, y compris l'affirmation selon laquelle, en 2011, Combs a menacé de faire exploser le fouet du rappeur Kid Cudi après avoir trouvé des courriels entre lui et Ventura au cours d'une période où elle et Combs étaient en pause. L'action en justice allègue qu'une voiture a explosé, bien qu'aucune charge pénale n'ait été retenue contre Combs pour cet incident. Une autre allégation majeure concerne un incident survenu en mars 2016 à l'hôtel Intercontinental de Los Angeles. Selon le procès, Combs est devenue Faded AF et a frappé Ventura, lui donnant un œil noir. Lorsqu'elle a essayé de sauter de la chambre d'hôtel, il l'aurait poursuivie dans le couloir et l'aurait agressée, un incident qui serait plus tard confirmé par des images de surveillance. Le procès a été réglé dans les 24 heures pour un montant non divulgué,
L'équipe juridique de Combs a d'abord tout nié, qualifiant les affirmations de Ventura de sans fondement et suggérant qu'elle essayait simplement de s'assurer une remontée financière. Ils ont affirmé que le règlement n'était en aucun cas une reconnaissance d'actes répréhensibles. Cependant, la rapidité du règlement a fait froncer les sourcils, certains supposant que Combs voulait éviter un examen plus approfondi de la part du public. Malgré le règlement, le procès de Ventura a ouvert la boîte de Pandore. Elle a déclenché plus de 70 poursuites ultérieures pour agression sexuelle contre Combs et a donné lieu à des enquêtes fédérales qui ont finalement abouti à des inculpations pénales. En mai 2024, les allégations du procès de Cassie ont reçu des preuves tangibles lorsque CNN a publié des images de surveillance d'un hôtel datant du 5 mars 2016. La vidéo montre Combs, vêtu d'une simple serviette, poursuivant Ventura dans un couloir de l'hôtel Intercontinental à Century City, Los Angeles. Sur la vidéo, on voit Combs saisir Ventura, la frapper, la plaquer au sol, lui donner 2 coups de pied et la traîner jusqu'à une chambre. La vidéo montre également Combs lançant un objet, probablement un vase, dans sa direction. La diffusion de cette vidéo a fait basculer l'opinion publique de manière spectaculaire. Ce qui n'était que des allégations dans un procès que de nombreux partisans de M. Combs avaient passé sous silence, était désormais accompagné d'une preuve visuelle indéniable. Les images correspondent parfaitement au récit de Mme Ventura dans son procès de 2023, ce qui donne de la crédibilité à ses autres affirmations et change tout le récit de l'affaire. 2 jours après la diffusion de la vidéo, Combs a publié des excuses sur Instagram. L'équipe juridique de M. Ventura a qualifié ces excuses de fausses AF et d'intéressées, notant qu'elles n'ont été présentées qu'après que les dénégations de M. Combs se sont avérées fausses grâce à des preuves non vidéo. Meredith Firetug, partenaire de Wigdor LLP représentant Ventura, a publié une déclaration disant « La dernière déclaration de Combs concerne davantage sa propre personne que les nombreuses personnes qu'il a blessées. Lorsque Cassie et de nombreuses autres femmes se sont manifestées, il a tout nié et a laissé entendre que ses victimes cherchaient à gagner de l'argent. » Le fait qu'il n'ait été contraint de s'excuser qu'une fois que ces dénégations répétées se sont avérées fausses montre son désespoir pathétique et personne ne se laissera influencer par ces paroles fallacieuses. Le 23 mai 2024, Ventura elle-même a rompu le silence à propos de la vidéo en postant sur Instagram « Merci pour tout l'amour et le soutien de ma famille, de mes amis, des étrangers et de ceux que je n'ai pas encore rencontrés. L'effusion d'amour a créé un endroit où mon jeune moi peut s'installer et se sentir en sécurité, mais ce n'est que le début. La violence domestique est le problème. Elle m'a brisé en une personne que je n'aurais jamais pensé devenir. Grâce à un travail acharné, je vais mieux aujourd'hui, mais je me remettrai toujours de mon passé. Elle a exhorté les gens à ouvrir leur cœur pour croire les victimes dès la première fois et a décrit sa guérison comme un voyage sans fin. La déclaration de Mme Ventura a fait mouche, attirant le soutien de célébrités telles que Taraji P. Henson, Chloe Bailey et Kelly Rowland, qui ont commenté son message. Son mari, Alex Fine, a déclaré « Je t'aime tellement, c'est un exemple parfait pour nos filles ». Le message est devenu un catalyseur pour des discussions plus larges sur la violence domestique et l'importance de croire les survivants. Les preuves vidéo et la réaction du public ont ouvert la voie à ce qui allait devenir une affaire pénale fédérale contre Combs. En septembre 2024, après des mois d'enquête comprenant des perquisitions dans ses propriétés en mars 2024, Combs a été arrêté et inculpé de trafic sexuel, de conspiration de racket et de transport en vue de la prostitution. Ces accusations reflètent de nombreuses allégations contenues dans le procès de Mme Ventura, ce qui donne à penser que ces plaintes ont contribué à monter le dossier pénal contre lui. Le procès commence. Le procès de Sean Diddy Combs s'est ouvert le 5 mai 2025 devant le tribunal fédéral de Manhattan. La sélection du jury a duré 1 semaine avant l'ouverture des débats, le 12 mai. Le procès est rapidement devenu l'une des affaires les plus suivies de l'histoire récente du divertissement, avec Ventura comme témoin vedette, désigné comme victime 1 dans les documents judiciaires, mais choisissant de témoigner sous son vrai nom. L'accusation, dirigée par l'assistante du procureur Emily Johnson, a dressé un portrait accablant de Combs dans son exposé introductif, le décrivant comme un prédateur qui utilisait son pouvoir et son influence pour contraindre des femmes à des situations sexuelles pour son plaisir. Emily Johnson a affirmé que Combs avait eu recours aux mensonges, à la drogue, aux menaces et à la violence pour manipuler Ventura et d'autres personnes, les forçant à participer à des coups d'éclat tout en enregistrant ces rencontres à des fins de chantage. Les procureurs ont souligné le rôle de la vidéo de surveillance de 2016, la décrivant comme une preuve du modèle de contrôle et de violence de Combs. Ils ont fait valoir que l'agression s'était produite lors d'un freak-off, établissant un lien direct avec les accusations de trafic sexuel. Selon l'accusation, Combs a payé $100 000 à l'hôtel pour supprimer les images,
un montant supérieur aux 50 000 $ allégués dans le procès initial de Ventura, ce qui suggère des efforts pour garder les preuves sous clé. La défense, menée par les avocats Marc Agnifilo et Tenny Geragos, a répliqué avec une histoire complètement différente. Ils ont reconnu l'agression à l'hôtel en 2016, mais l'ont décrite comme un incident ponctuel découlant d'une histoire de tromperie sans rapport avec le trafic sexuel. M. Geragos a décrit Mme Ventura et une autre victime présumée comme des femmes capables et fortes qui ont choisi de rester avec M. Combs, affirmant que Mme Ventura n'a pas été contrainte de s'engager dans cette vie sexuelle. Dans une stratégie controversée, la défense a suggéré que la relation était mutuellement toxique, affirmant que Ventura avait une propension à la violence, dans le but de miner sa crédibilité. Elle a présenté Combs comme un échangiste dont les activités sexuelles, y compris les freak-off, étaient consensuelles et faisaient partie d'un mode de vie alternatif, et ne constituaient pas une preuve de trafic ou de coercition. Les premiers jours du procès ont été marqués par les dépositions de témoins clés, dont Daniel Philippe, un escort masculin qui a fourni des récits explicites des coups d'éclat impliquant Combs et Ventura. Philippe a déclaré avoir été payé entre 700 et 6 000 $ par Ventura, prétendument sur ordre de Combs, pour s'envoyer en l'air avec elle pendant que Combs regardait et parfois enregistrait. Ces rencontres auraient eu lieu entre 2012 et 2013, établissant un modèle de comportement qui correspond aux allégations de Ventura. Philippe a également raconté un incident troublant au cours duquel il a vu Combs agresser physiquement Ventura, lui jeter une bouteille d'alcool, la tirer par les cheveux et la battre dans un hôtel. Il a déclaré que Ventura criait pendant l'agression et qu'elle a été traînée dans une chambre, ce qui l'a effrayé pour sa sécurité et la sienne. Philippe a noté qu'au cours de certaines rencontres, Ventura semblait assommé, ce qui corrobore les allégations de l'accusation concernant la coercition et la consommation de drogue. La nature graphique du témoignage de Philippe a fait trembler les spectateurs de la salle d'audience, qui étaient en surnombre, et l'on a entendu des halètements et des gémissements lorsqu'il a décrit les abus présumés. Les membres de la famille de Combs, y compris sa mère et ses enfants qui ont assisté au procès, auraient été tellement perturbés par le témoignage explicite que certains ont quitté la salle d'audience en sursaut. Un autre témoin, Israël Flores, ancien agent de sécurité à l'hôtel Intercontinental, a témoigné de l'incident de 2016 filmé par la caméra de surveillance. Le témoignage de Flores a fourni un contexte à la vidéo, décrivant ce qu'il a vu et entendu cette nuit-là, ce qui a permis de confirmer le récit des événements par Ventura. L'accusation a également présenté des preuves provenant de 96 appareils électroniques saisis lors de descentes du FBI dans les propriétés de Combs en mars 2024. 8 de ces appareils contiendraient 90 téraoctets de données, dont des vidéos de prétendus freak-offs. Bien que le nombre précis de vidéos n'ait pas été confirmé au tribunal, les procureurs ont indiqué que les jurés visionneraient certaines de ces séquences qui, selon eux, montrent des actes contraints. La défense s'est acharnée à contester la recevabilité de la vidéo de surveillance de 2016, arguant qu'elle avait été modifiée, manipulée, accélérée et montée pour être hors séquence, ce qui la rendait irrecevable et préjudiciable. Ils ont affirmé que CNN avait carrément trafiqué les images, alléguant qu'elles avaient été accélérées, montées dans le désordre et manipulées, pour que Combs ait l'air plus mal en point. Ils ont également affirmé que CNN s'était procuré la seule copie connue de la séquence, l'avait téléchargée sur un logiciel de montage et avait détruit la bande originale. Cependant, le 25 avril 2025, le juge du district américain Arun Subramanian a mis fin à la défense en décidant que la vidéo était admissible comme preuve. Le juge a estimé que la pertinence de la vidéo par rapport aux accusations l'emportait sur tout préjudice potentiel pour Combs et a rejeté les allégations de manipulation, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer ses arguments. Cette décision a constitué une avancée majeure pour l'accusation, en lui permettant de présenter au jury cette preuve visuelle accablante. La vidéo de surveillance de 2016 a été montrée au jury le premier jour du procès, le 12 mai 2025. Bien que certains jurés aient admis qu'ils avaient déjà visionné la vidéo dans les médias, sa présentation au tribunal a été différente, ce qui a contribué à l'atmosphère sombre qui régnait dans la salle d'audience. La description brutale de l'agression de Ventura par Combs dans la vidéo a apporté un soutien viscéral au témoignage, rendant les allégations impossibles à balayer du revers de la main. La stratégie de contre-interrogatoire de la défense a consisté à essayer de discréditer les témoins et à proposer d'autres points de vue sur les preuves. Avec Philippe, ils ont essayé de le dépeindre comme un chasseur d'influence à la recherche d'argent. Ils ont remis en question le contexte de la vidéo de 2016, suggérant qu'elle montrait un bœuf domestique privé et non la preuve d'un modèle plus large de trafic ou de coercition. L'avocat de Madame Ventura
Douglas Wigdor, a déclaré le 12 mai qu'elle se sentait prête à témoigner, ce qui laisse entendre qu'elle gardait la tête froide plutôt que de stresser. Toutefois, compte tenu de sa grossesse, des aménagements ont été demandés, notamment des pauses toutes les 90 minutes pendant son témoignage. L'attente autour de sa comparution était grande, tout le monde se demandant comment elle allait gérer le fait de revivre des expériences traumatisantes devant l'homme qu'elle accuse d'avoir abusé d'elle pendant des années. Alors que Ventura se préparait à venir à la barre, le procès avait déjà révélé des détails troublants sur sa relation avec Combs. Le témoignage à venir pourrait révéler encore plus de choses sur les abus présumés, les coups d'éclat et le contrôle que Combs aurait exercé sur sa vie. L'accusation avait fait d'elle son témoin vedette, ses expériences constituant l'épine dorsale de son dossier contre Combs. L'importance du témoignage de Madame Ventura s'est étendue au-delà de la salle d'audience. Son procès a été décrit comme une feuille de route pour plus de 70 autres accusateurs, mettant en évidence des schémas d'abus impliquant des victimes mineures, de la drogue et l'exploitation d'artistes en herbe. Sa volonté de s'exprimer a incité d'autres personnes à partager leur histoire, faisant d'elle le catalyseur de ce que certains ont appelé le réveil musical MeToo. L'affaire avait attiré l'attention du public, les discussions sur les plateformes de médias sociaux reflétant le choc provoqué par les allégations et le soutien à Ventura. La déclaration qu'elle a faite sur Instagram en mai 2024 a continué à faire écho, son appel à croire les victimes dès la première fois, devenant un cri de ralliement pour ses partisans. L'affaire se poursuit devant les tribunaux et l'issue finale n'a pas encore été déterminée. Mais quel que soit le verdict, le témoignage de Madame Ventura et son effondrement émotionnel face à son agresseur présumé ont déjà eu un impact indélébile en changeant la conversation sur les abus dans l'industrie du divertissement et en inspirant d'autres personnes à dire leur vérité. Dans sa vulnérabilité, elle a trouvé la force. Dans son effondrement, elle a trouvé la percée. En faisant face à son passé, elle a aidé à créer un chemin vers l'avenir pour elle-même et pour d'autres qui ont vécu des expériences similaires. Aïe, merci d'être venu avec moi. Si tu penses que cette vidéo est folle, assure-toi de regarder les autres bangers qui s'affichent sur ton écran en ce moment. Ils sont tout aussi allumés, pas de capuchon. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Restez éveillés.